Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Demain à la Une pour découvrir ce qui fera la une de l'actualité dans les jours à venir. Après le vote du Parlement de Strasbourg sur le gel des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, se dirige-t-on vers une rupture entre les 28 et Ankara? Le ministre des Affaires étrangères turc doit se rendre mardi à Bruxelles. Coopération sur les migrants et défense de la démocratie devraient être au menu des discussions. En France, après la primaire de droite, place à la primaire de gauche. Les candidatures sont ouvertes du 1er au 17 décembre. N'ira pas François Hollande va-t-il être le premier président à se prêter à ce type de scrutin? Quels sont les autres possibles candidats? Qui pourra voter? Réponse en deuxième partie d'émission. Et enfin, jeudi prochain, le musée d'Orsay souffle ses 30 bougies avec près de 3,5 millions de visiteurs par an. L'ancienne gare où sont exposées des œuvres du 19e siècle est l'un des musées parisiens les plus populaires. Nous nous pencherons sur les recettes de ce succès et les défis pour l'avenir. Mais pour commencer, nous allons nous intéresser à la Turquie et sa tumultueuse relation avec l'Europe, du moins l'Union européenne. Nous dirigeons-nous vers une rupture des négociations d'adhésion? Pour nous éclairer, Dominique Barillard du service Écho du coup, de Radio France Internationale. Bonjour. Et Gauthier Rybinski, chroniqueur éditorialiste de politique internationale sur France 24. Alors, mardi prochain, donc, le ministre turc des Affaires européennes et le chef négociateur sur l'adhésion de à l'Union européenne devrait se rendre à Bruxelles. Je dis bien devrait parce que, vu que le torchon brune, ce n'est pas véritablement certain. Après ce vote du Parlement européen, les députés ont effectivement préconisé le gel des négociations d'adhésion en raison des mesures répressives disproportionnées, je cite, prises par Ankara dans le cadre de l'état d'urgence. Dominique Bayard, ce vote du Parlement européen est symbolique, on le sait. Ceux qui doivent décider, ce sont les 28, les chefs d'État et de gouvernement. Est-ce qu'ils vont suivre le Parlement européen? C'est quoi leur position? Alors, pour l'instant, il y a un pays qui dit haut et fort, depuis plusieurs mois déjà, qu'il faut suspendre ces négociations. C'est un petit pays qui est neutre, qui est plutôt dans l'ombre de l'Allemagne. Traditionnellement, c'est l'Autriche. Et l'Autriche, elle a reçu le soutien mezzo voce du Luxembourg. Et l'Autriche, si elle a pris cette position très forte, c'est d'abord pour des raisons internes. Parce qu'il y a une élection présidentielle en Autriche avec un candidat d'extrême droite, du FPE. Et ce candidat fait sa campagne contre la Turquie en disant partout qu'il faut absolument suspendre ces négociations. Du coup, toute la classe politique autrichienne lui a emboîté le pas. Sinon, à l'exception de l'Autriche, la plupart des pays européens, eux, n'entendent pas suspendre ces négociations. La responsable de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, l'a dit clairement, les chefs d'État ne sont pas favorables à ce gel. Trop de pays européens, en fait, ont besoin des accords qui ont été passés avec Ankara, et notamment de ce pacte pour la gestion des réfugiés en provenance de Syrie. Alors, les Grecs ont besoin de cet accord. Les pays de l'Est, comme la Hongrie, hostiles à l'accueil des réfugiés. Et l'Allemagne, bien sûr. Angela Merkel a fait un virage complet dans sa politique migratoire. Elle avait d'abord ouvert les bras à ces réfugiés syriens et puis elle a changé d'avis. Elle s'est aperçue que la population allemande ne supportait pas, que c'en était trop. Il y a eu cet accord avec la Turquie et à partir de là, évidemment, pour ces raisons immédiates, l'Allemagne ne veut pas un peu plus fâcher ce partenaire si turbulent. Puis l'Allemagne, elle a d'autres intérêts. Elle a des millions de travailleurs turcs qui font la navette entre les deux pays. Elle a donc tout intérêt à conserver une relation relativement sereine avec Ankara. Enfin, il y a peut-être aussi un peu l'économie. L'Allemagne a une balance commerciale excédentaire avec la Turquie. Alors, elle a plutôt, là aussi, des bonnes raisons de conserver des bons termes avec Ankara. Et puis enfin, pour toute l'Europe, sur le plan diplomatique, c'est peut-être pas vraiment le moment d'ouvrir un nouveau front, puisque l'Europe, elle s'apprête à négocier le Brexit. Alors, c'est déjà compliqué à l'Ouest, il ne faut pas ajouter en plus un conflit sur le flanc Est. Oui, alors Gauthier, il y a peut-être aussi un autre argument pour ne pas rompre ces négociations d'adhésion, c'est de continuer à soutenir l'opposition libérale en Turquie, mais en fait, comment on peut véritablement la soutenir? Parce que finalement, le Parlement européen dit « nous voulons le gel pour justement punir Ankara ou punir les autorités d'Ankara de leur répression et de leur liberté avec la démocratie ». C'est compliqué parce que quand vous punissez Ankara, d'une certaine manière, vous renforcez Ankara dans son
prurite souverainiste, on va dire. Et c'est là tout le problème. C'est Cem Dündar, qui est un journaliste connu du journal Cumhuriyet, qui risque la vie la prison à vie. Le représentant de RSF, d'ailleurs. Exactement. Eh bien, il racontait un dialogue entre Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et Recep Tayyip Erdogan, le président. Et Erdogan disait à Juncker, qui est quand même pas un perdreau de l'année, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, il lui disait, mais nous voulons 3 milliards de dédommagement pour l'accueil des réfugiés. Si vous ne les donnez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les tuer, les réfugiés? Et Juncker est resté sans mots, sans parole. Alors le problème, c'est que si l'on ne soutient pas cette opposition libérale, c'est un coup de poignard dans le dos qu'on lui file. C'est effectivement abandonner en rase campagne les rares moyens et leviers que l'on a de faire changer quelque chose en Turquie. En même temps, le gel réclamé par l'Europe, encore une fois, est un moyen de durcir l'attitude turque. Donc on est coincé entre, d'une part, la volonté d'aider cette opposition qui est compliquée, qui est disparate, parce qu'elle n'a pas les moyens de s'organiser, et de l'autre côté, damer le pion à l'État turc en lui disant, voilà, on accepte telle et telle chose, et d'autres, on ne les accepte pas. On a l'impression que l'Europe est l'Union européenne, un petit peu impuissante par rapport à Erdogan, qui s'affirme de plus en plus. D'ailleurs, Erdogan et les autorités turques ont dit nous, ce vote du Parlement européen, on considère qu'il est nul et non avenu. Ils ont réagi un peu plus vivement. Et d'ailleurs, Erdogan menace de faire un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que les autorités turques ont vraiment envie d'adhérer ? Alors écoutez, c'est vrai qu'il y a cette menace de référendum. Il y a aussi une réalité économique qu'on n'a peut-être pas vraiment vue en Europe. Quand les négociations ont commencé, il y a un peu plus de 10 ans, l'Europe, c'était le principal débouché des exportations turques, 55%. Et le partenaire secondaire, c'était le Moyen-Orient. Eh bien, c'est avec 45% des exportations turques destinées au Moyen-Orient. Eh bien, cette répartition, elle s'est inversée. Le premier débouché maintenant des exportations turques, ce sont les pays du Moyen-Orient, ce sont ses voisins. Donc, il y a un véritable basculement vers l'Est sur le plan économique. Et puis, la Turquie a réussi aussi à investir de plus en plus en Afrique. Donc, elle diversifie vraiment ses partenaires commerciaux. Elle a peut-être moins besoin d'un point de vue économique de l'Europe. C'est vrai qu'en ce qui concerne le financement de son économie, de son développement, elle est encore très, très dépendante des capitaux qui sont investis en Turquie. Ils sont essentiellement à 80% occidentaux. Donc, vous voyez, il y a quand même une réorientation de l'économie turque vers l'Est. Et puis, il y a aussi... vers l'Est, le monde arabe, la Russie aussi en partie. Exactement, avec aussi cette volonté annoncée d'adhérer à l'organisation de coopération de Shanghai. C'est une organisation de sécurité, peut-être que Gauthier... Chine et... qui réunit la Chine, la Russie... Oui. Oui. Et alors, peut-être quand même aussi, la question qu'on peut se poser, c'est que ces négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ont été ouvertes en 2005. Et en fait, dès le départ, on a l'impression que finalement, elles étaient quasiment déjà dès le départ dans l'impasse. Il y avait des freins dès le départ et que finalement, c'est une hypocrisie de part et d'autre. Gauthier. Elle bute grandement, cette négociation, au départ, il faut bien le dire, par... l'option européenne que les frontières de l'Europe sont en fait les frontières culturelles et religieuses du christianisme. Et ça va entraîner une double réaction de la Turquie. D'abord, la Turquie va être étonnée par cette réponse-là, et ensuite, elle va dire, mais nous allons apporter notre réponse. Et Erdogan n'a pas été toujours un despote. Sans doute qu'il avait déjà son agenda obscurantiste dans la tête avant, mais avant de l'être, il était ouvert à un certain nombre de négociations. Et considéré même plutôt comme pro-européen. Et même considéré comme plutôt pro-européen. Sauf qu'il y avait ce bloc idéologique qui considère que l'Europe, en fait, est une série d'accords frontaliers entre des États souverains de culture chrétienne, en oubliant que la culture agnostique et athée est très importante aussi en Europe. Et de ce fait-là, on est arrivé à un blocage avec quelqu'un qui s'est tout d'un coup découvert, je parle d'Erdogan, comme une sorte de phare démocratique, entre guillemets, en tout cas électoraliste, du Moyen-Orient. Il l'a dit en 2012. Il a dit, voilà, le modèle à suivre, c'est la Turquie. Et ce personnage-là, à partir de là, s'est durci et a trouvé toutes les raisons
de se durcir dans l'attitude qu'avait l'Europe. Encore une fois, je répète, je ne dis pas qu'il était un ange, qu'il était un enfant, mais il n'était pas non plus quelqu'un de résolument hostile à ce que proposait l'Europe au départ. Mais aujourd'hui, on a l'impression que finalement, ces négociations d'adhésion sont presque une vaste hypocrisie de part et d'autre. Et on se demande finalement à quoi bon, peut-être en 2 mots, Dominique Augauddier, pourquoi poursuivre, pourquoi essayer de faire semblant C'est pas faire semblant, c'est de 2 choses, encore une fois. Soit l'Europe, c'est un projet frontalier, comme je viens de vous le dire, à forte connotation religieuse, ou bien c'est quelque chose d'universaliste. C'est-à-dire que ça doit être montré comme un modèle. Mais avec des États membres qui adhèrent à cette... Mais bien sûr, c'est là le problème en ce moment. C'est là le problème. Alors je ne dis pas que si on avait suivi cette voie, on aurait empêché, forcément, on aurait empêché Erdogan d'arriver au pouvoir. Peut-être pas, mais peut-être qu'en ouvrant plus l'Europe, on aurait facilité l'avènement d'autres forces politiques au pouvoir en Turquie qui auraient été d'une autre sorte que celle d'Erdogan. Gauthier Rybinski, je vous remercie. Dominique Baillard, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et je vous rappelle que donc le ministre des Affaires étrangères turc doit se rendre en principe à Bruxelles, mardi prochain. Je dis en principe parce qu'effectivement, les relations sont relativement tendues. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. On fait une courte pause pour faire le point sur l'info et on se retrouve d'ici quelques minutes.